Ils sont près de 5 millions. Après des décennies de baisse régulière, le nombre de pauvres en France est reparti à la hausse depuis 2002. Chômeurs, étudiants, familles monoparentales, mais aussi salariés, plus personne ne semble épargné. Pire encore, des pans entiers de la population jusqu'ici préservés se retrouvent fragilisés. La pauvreté est-elle une fatalité? La solidarité est-elle la seule solution? Itinéraire bis vous emmène à Lyon à la rencontre de celles et ceux qui ont un genou à terre et de ceux qui les aident à poursuivre la route. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de Benoît, Daniel, Frédéric et Perrine, bénévoles ou salariés au Secours populaire de Lyon. Tous ont choisi de s'engager pour aider les plus démunis. Aide alimentaire, accès au logement, accompagnement scolaire. Je vous emmènerai à leur côté pour comprendre leur combat quotidien pour endiguer la pauvreté. Pas facile de bien manger quand le porte-monnaie est vide. À Bordeaux, vous le verrez, la banque alimentaire offre bien plus que de la nourriture aux plus fragiles. Denrées alimentaires, conseils pour des achats malins, cours de cuisine, des bénévoles redonnent du sel à des vies qui en manquent. Et enfin, des livres, des tablettes, des ressources pédagogiques, le tout sur roulette. Je vous emmènerai à Calais, l'une des villes les plus pauvres de France, où on amène la culture là où elle manque le plus. Au cœur des quartiers, des équipes de la médiathèque de la ville ouvrent les portes du savoir et de la culture à tous. Bonjour Perrine. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir ici à la Fédération du Secours populaire du Rhône. Ça fait plus de 10 ans que vous vous investissez dans cette association et ces dernières années, vous faites un constat sans appel, la précarité s'étend de plus en plus. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a déjà des personnes qui, il y a quelques années, s'en sortaient, aujourd'hui ne s'en sortent plus. Donc on est face à des personnes qui travaillent, qui ont un petit revenu et qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire face déjà à la réalité quotidienne. Et puis on a aussi les personnes qui viennent nous voir, qui sont dans une plus grande précarité, qui ont plus de mal à en sortir. On manque de solutions quand même face à certaines situations, quoi. Pour comprendre votre quotidien, on a passé toute une journée avec vous et 24 heures dans la vie du Secours populaire à Lyon, ça ressemble à ça. Dernière mise en place avant l'ouverture du magasin. Une boutique où toutes les vendeuses sont bénévoles. Ah ben la voilà, elle est, ça va nettement mieux. Elle est encore un peu dénudée, je trouve, mais bon, ouais, oui. À la tête de l'équipe, Daniel, volontaire au Secours populaire du Rhône depuis 15 ans. Ici, on vend des vêtements, mais surtout on en donne aux plus démunis. Lyon, une ville riche mais très inégalitaire. En 2015, la fréquentation de la permanence a augmenté de 30%. Le chômage fait qu'on a plus de jeunes qui viennent dans nos permanences. La situation des retraités en France s'est considérablement aggravée. Donc on a aussi de retraités dans nos permanences, sans qu'il y ait là de possibilités d'amélioration dans l'avenir. Des publics auxquels viennent s'ajouter de plus en plus de réfugiés. Tous ceux qui frappent à la porte du Secours populaire vivent en dessous du seuil de pauvreté. Moins de 1 000 € par mois et beaucoup n'ont même aucune ressource. Ce matin, Frédéric s'occupe du libre service alimentaire. Se nourrir, c'est souvent la priorité de ceux qui viennent à l'association. Ici, on trouve une sorte de petite épicerie ouverte 2 matinées par semaine. Pour faire ses courses, des points attribués en fonction des ressources. Il vous reste 25 là. En Rhône-Alpes, comme Mounira, 800 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. À 47 ans, elle élève seule ses 2 enfants. 800 € par mois pour payer le loyer, les factures et les études. Alors elle a dû se résoudre à demander de l'aide. Je suis en invalidité, j'ai une pension qui n'est pas très importante, donc il faut que j'arrive à gérer
à gérer le tout. Et pour boucler la boucle, je suis obligé de passer par là, sinon je ne la boucle pas. Quand vous êtes confronté à la détresse des autres, ça vous atteint quand même. Et puis en plus, il faut maintenir une impartialité rigoureuse, donc on ne peut pas se laisser emporter par un élan de sympathie pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est pas facile. Un engagement intense. Pourtant, à tout juste 19 ans, Benoît a lui aussi choisi de devenir bénévole au Secours populaire. Salut Marie, ça va Jack, en forme? Quand ils se sont en allés... Étudiant en 2e année de médecine, il passe chaque semaine 2 heures chez Jack pour l'aider à faire ses devoirs. À 12 ans, le jeune garçon en classe de 6e a de grosses lacunes en orthographe. Marie a eu peur et s'est cachée. Point. L'objectif pour moi, c'est que déjà que Jack se sente bien à l'école et qu'il arrive à faire ce qu'il veut plus tard. Je crois beaucoup au fait que si on se fait aider, on peut arriver à la même chose que n'importe qui et qu'on a les mêmes chances dans la vie. Et du coup, c'était important pour moi de venir ici. Une aide précieuse pour les parents de Jack qui n'ont pas le temps ni le bagage nécessaire pour aider leur fils. Moi, je travaille tôt le matin puis à 7h le soir. Ma femme, il y a des choses qui la dépassent un petit peu par rapport à certains exercices. Donc voilà, le fait d'avoir des étudiants qui viennent nous aider, c'est nickel. Et puis on a vraiment vu une amélioration. Jack et ses sœurs ont aussi eu la chance de profiter de quelques jours de vacances grâce au Secours populaire. Les vacances, c'est l'engagement historique de l'association. Retour à la permanence. Aujourd'hui encore, 40% des Français ne partent jamais. Alors ici, on aide les familles à organiser des séjours à bas coût. J'ai trouvé, aux dates où vous vouliez, quelque chose en pension complète, on va regarder, qui vous revient très très peu cher, mais c'est en Alsace. En Alsace? Oui. On n'a jamais été en Alsace. Voilà. Ce sera l'occasion de découvrir l'Alsace. Voilà. Partir une semaine en vacances, ça permet de sortir du quotidien et du quotidien difficile. Et ça permet d'avoir une bouffée d'oxygène dans ces temps-là. Vas-y, installe-toi. Des bénévoles qui parlent tous d'un monde qui marche sur la tête, mais qui continuent à actionner chacun de ces leviers pour entretenir l'espoir d'un monde meilleur. On se retrouve avec Sébastien Tolo, le secrétaire général de la Fédération du Secours populaire du Rhône, et Mounira, bénéficiaire de l'association. On se trouve là dans les entrepôts de la Fédération. Sébastien, on vient de le voir dans le reportage, le Secours populaire du Rhône doit faire face quotidiennement à une situation qui se dégrade de plus en plus. Oui, c'est un constat qu'on fait malheureusement depuis de nombreuses années. Donc la Fédération du Rhône regroupe 23 comités locaux. Et c'est une situation qu'on retrouve aussi bien dans Lyon que dans les villes environnantes. On a eu une augmentation des demandes et de personnes qui arrivaient à s'en sortir, qui peut-être s'en sortaient difficilement, mais qui arrivaient à s'en sortir. Et quand on est sur le fil du rasoir tout le temps, à un moment donné, on bascule. Et là, la grande difficulté, c'est qu'on peut basculer très vite. Vous, Mounira, comment vous avez frappé à la porte du Secours populaire ? En fait, moi j'ai un souci de santé important et donc depuis 2004, je suis en invalidité sans pouvoir reprendre le travail, même à mi-temps thérapeutique. Donc j'ai une pension d'invalidité sur un mi-temps et comme j'élève mes jumeaux seuls depuis qu'ils ont 2 mois, ça a été compliqué. C'est difficile de faire cette démarche, de venir demander de l'aide ? Au départ, ça n'a pas été facile de franchir le pas parce que au départ on n'ose pas trop et puis on se dit qu'il y a des gens qui ont plus besoin que nous, donc et puis arrive un moment, on est obligé d'y aller parce qu'on n'a plus. On n'a plus de quoi faire manger les enfants, on n'a plus. Donc là, on saute le pas. Est-ce que la pauvreté s'est banalisée ces dernières années ? Je pense qu'on s'habitue à voir autour de nous la pauvreté sous toutes ses formes. Et quand on s'habitue, ça devient compliqué parce qu'on admet cet état de fait, notamment pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, mais aussi pour l'association, doit rester un clignotant. Et puis, en ayant ce discours ambiant, certaines personnes qui sont dans la précarité ou dans la pauvreté se disent « bah oui, effectivement, c'est comme ça. Et pour moi, c'est comme ça et ça restera comme ça. » Donc, il n'y a pas de raison. Quand on n'a pas les moyens au quotidien, on se prive parfois de certaines choses ? Moi, je sais que j'arrive à un stade où je ne m'octroie plus d'aller boire un café ou... Voilà, je fais plus toutes ces choses-là, quoi. J'ai plus... je crois qu'on perd le goût, l'envie et le goût, quoi, en fait, tout simplement. Alors moi j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui faisait plein de choses, et c'est vrai que c'est pas...
Mounira, vous pensez encore que la société peut se transformer? Alors moi, sincèrement, pour moi, il y a longtemps, j'y crois plus. Donc voilà, mais bon, j'ai la chance d'avoir un caractère de cochon et de me battre tous les jours, de me dire il faut. Et moi, je vois des mamans autour de moi qui ont fini à l'hôpital, en dépression, en laissant des enfants petits. Il y a des choses plus graves, quoi. Dans la démarche du Secours populaire, il y a la volonté de pas uniquement aider les gens, mais également de leur donner les outils pour qu'ils deviennent acteurs eux-mêmes, pour qu'ils s'en sortent. C'est important ça pour vous. Surtout ne pas être dans l'assistanat. L'assistanat ne règle rien. Venir dans l'association, c'est aussi essayer de mieux prendre en main sa situation. Dont on voit comment des personnes sont venues à un moment donné demander de l'aide et reviennent nous voir sans demander quelque chose, mais juste pour venir voir des personnes qui les ont aidés. Et aussi des personnes qui disent à un moment donné, voilà, j'ai été aidé ou je peux aussi aider. Et c'est aussi très important. Ouais. Merci Sébastien, merci Mounira. Merci. Merci. Difficile de bien manger quand on a un budget serré. En France, près de 4 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. À Bordeaux, la Banque alimentaire apprend aux plus précaires à acheter malin, éviter le gaspillage ou concocter des plats équilibrés, des trucs et astuces pour retrouver du plaisir sans débourser 1 euro de trop. C'est un rituel. Chaque jour, 6 camions de la Banque alimentaire partent aux aurores. Encore vides, ils vont faire le plein de produits frais directement au pied des grandes surfaces. Il n'y a que ça aujourd'hui? Il n'y a que ça. Bon, eh bien. Depuis février 2016, les enseignes de la grande distribution n'ont plus le droit de jeter de la nourriture encore consommable. Une aubaine pour la Banque alimentaire de Bordeaux qui récupère 5000 tonnes de denrées chaque année. Ici, il y a 4 citrons, il y en a 3 qui sont bons et un qui est moisi. Mais les 3 sont bons. Ça veut dire que dans le tri qu'on va avoir un peu plus tard, il y a des personnes qui trient. Sur les 3 citrons, sur les 4 citrons, on va en garder 3 et l'autre on partira à la poubelle. Tout est stocké ici, dans ce hangar. Pêle-mêle, salades, carottes et même des navets boules d'or attendent d'être donnés à des associations partenaires. Mais aujourd'hui, Nicole, Marie, Nathalie et Thomas, des personnes en situation de précarité, sont venus faire leur marché et réapprendre à cuisiner sans se ruiner. Ce que je vous propose aujourd'hui pour l'atelier, en fait, c'est de faire un petit tour et de regarder ce qu'il y a au niveau de l'entrepôt en termes de légumes, de ce côté de fruits. On ira voir dans le frigo la viande, s'il y a viande ou poisson. Il y a beaucoup de gens quand même qui, finalement, manger, c'est plus un plaisir, ça reste de la survie. Donc ils vont manger juste simplement pour se nourrir. Donc ils peuvent ouvrir une boîte, manger une boîte, enfin voilà. Donc ils vont aller vers l'essentiel et souvent ce sont des plats tout préparés. Ils prennent plus ce temps-là. Apprendre à cuisiner, ça commence par bien faire ses courses pour éviter les tentations. Des petites astuces quand on va faire ses courses, ça peut être notamment ne pas y aller quand on a faim. Donc bien manger, voilà, toujours, parce que sinon on aurait tendance à prendre voilà, un petit peu n'importe quoi. Donc prendre une liste, voilà, et respecter ce qu'on a mis sur la liste. Voilà. Avant, j'avais pas de liste, je faisais d'abord le tour des promotions. En fait, je claquais 3 fois le budget. C'est vrai? Ouais. Je me disais, oh, des yaourts, oh, un petit gâteau, oh, ceci. Privilégier les produits bruts quand on peut, mais pour Céline Montezin, il est encore plus économe. Je leur explique qu'au niveau de leurs courses, ça peut être intéressant d'acheter des légumes surgelés parce qu'au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas de perte. Quand on achète 1 kilo de poireaux frais et 1 kilo de poireaux surgelés, dans les poireaux frais, finalement, on va en perdre la moitié, alors que le kilo surgelé, on va le manger entièrement. Maintenant, place à la pratique. Comment on se répartit? Nicole, t'es partie sur les champignons. Oui. Elle n'a pas de toc, mais c'est elle la chef. Céline Montezin redonne les bons réflexes pour cuisiner les aliments sélectionnés. Donc le meilleur, c'est bien sûr, c'est la tête. Donc avec l'économe, tu vois là où c'est tout flétri. Hop, tu casses comme ça et après tu vas et on va les mettre au cuve-vapeur. Eh bien allez, vous pouvez attaquer. Au menu aujourd'hui, asperges en vinaigrette poêlées de champignons et saumon et poires pochées. Un repas gastronomique pour moins de 3 €. Pour beaucoup, les gens ne cuisinent pas spécialement. C'est souvent
Dans les minima sociaux, c'est souvent la même chose. Hein. Pâterie, à partir du 20 du mois, c'est pâterie, pâterie, pâterie. Si on peut l'agrémenter avec quelque chose, tout va bien. Avec des oignons. La cuisine, c'est un lieu d'inégalité parce qu'on n'a pas tous les mêmes bases. On n'a pas tous des parents qui, derrière, nous apprennent à cuisiner. Des endives, moi, ça fait partie de mon quotidien. Il y a des gens qui ont découvert les endives dans l'atelier, des blettes, les salsifis frais. Pour les gens, c'est leur donner accès à cette connaissance qu'ils n'ont pas eu dans leur vie passée. Se faire plaisir et dépenser juste ce qu'il faut. Céline a même des petits secrets pour jeter le moins possible, comme les épluchures de pommes de terre qui feront de savoureuses chips. Bon appétit. Au final, une table dressée digne d'une bonne brasserie. Un menu pas cher malgré la qualité des aliments, de quoi ravir le porte-monnaie et les papilles gustatives. Anaïk Abjan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'AMRI, la mission régionale d'information sur l'exclusion, une association qui soutient la lutte contre la pauvreté ici en Rhône-Alpes. On vient de le voir dans le reportage, la banque alimentaire à Bordeaux qui offre de la nourriture aux plus démunis, mais également des ateliers de cuisine. Aujourd'hui, en France, 3 repas par jour, c'est un luxe pour beaucoup de monde. Ah bah oui, c'est un luxe à 2 niveaux. C'est un luxe de manger 3 fois dans la journée, mais c'est aussi un luxe de manger correctement 3 fois dans la journée. Être pauvre aujourd'hui, c'est vraiment être toujours obligé d'arbitrer entre des besoins fondamentaux. Donc les gens, en fait, ils doivent choisir entre manger ou boire un café à la terrasse d'un troquet. Et il y a plein de gens qui nous disent, moi, 1 fois par semaine, je préfère pas manger. Et voilà, prendre mon café au milieu des gens de la vie. Et donc voilà, ils font des choix comme ça et souvent c'est l'alimentation. Les deux choses qui passent très souvent à la trappe, c'est l'alimentation et la santé. Ça veut dire quoi aujourd'hui être pauvre en France? Alors en France et plus globalement en Europe, il y a un seuil de pauvreté qui est défini à 60% du revenu médian. Donc pour une personne seule, tous ceux qui sont en dessous de 1 000 €, ils sont considérés comme pauvres. Pour un couple, c'est autour de 1 500 €. Et pour une famille avec 2 enfants, c'est autour de 2 200 €. Après des décennies de baisse régulière, le nombre de pauvres en France est reparti à la hausse. La faute à la crise? Autant il n'y a pas forcément plus de pauvres, mais alors ce que la crise a produit, c'est que ceux qui sont pauvres, s'ils ne sont pas plus nombreux, ils sont beaucoup plus pauvres. Et ils sont de plus en plus pauvres. Ce qu'on pressent quand même, c'est qu'aujourd'hui, si on veut lutter contre la pauvreté, il faut poser la question des inégalités. On ne pourra pas lutter contre la pauvreté en développant des politiques publiques spécifiques et des droits spécifiques pour les personnes qui vivent les situations de précarité. On est pourtant dans un pays où l'on redistribue beaucoup d'argent. Est-ce que le système fonctionne mal? Je ne sais pas si on peut dire que le système fonctionne mal, parce que de fait, et nous on le voit, les personnes, malgré des situations de pauvreté, on a quand même construit des sécurités. Manuel Valls vient d'annoncer une réforme des minima sociaux, d'abord pour les simplifier, mais aussi pour les rendre plus accessibles aux jeunes. C'est une bonne idée? Alors, les rendre plus accessibles, oui. Rendre aussi le fonctionnement plus lisible pour les personnes et du coup qui facilite l'accès aux droits des gens, ça oui. Après, moi je me pose énormément de questions, mais à titre personnel et en fonction de ce qu'on voit par rapport au RSA jeunes. Autant la question des ressources financières de ces jeunes-là, c'est sûr que c'est une vraie question. Autant leur dire, voilà mon petit, on va te filer le RSA, moi je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que même en termes de projet de société, ça soit l'ambition dont on a besoin pour nos jeunes, quoi. L'État d'un côté, les Français de l'autre qui donnent beaucoup, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ceux qui donnent aux plus fragiles, ce sont les pauvres eux-mêmes. Ça peut paraître surprenant. Mais pourtant, c'est massivement vrai.
Les premiers pourvoyeurs d'aide alimentaire, c'est pas la banque alimentaire, c'est pas les Restos du Cœur, c'est les proches des personnes en situation de pauvreté qui sont soit elles-mêmes en situation de précarité, soit dans des situations sociales très modestes. Je ne sais pas si qui aide le plus, qui aide le moins, mais ce que je sais, c'est que les personnes qui vivent en situation de précarité, elles participent massivement à la solidarité nationale. Et que de manière très peu visible. Voilà, on valorise beaucoup ce qu'elles reçoivent, on valorise très peu ce qu'elles donnent. Merci Anaïk. Merci à vous. Donner, c'est utile, mais donner un accès au savoir, c'est offrir aux personnes les plus éloignées de la culture des pistes pour s'en sortir. Calais, l'une des villes les plus pauvres de France, vient d'investir dans une médiathèque itinérante. Des livres, des tablettes et des ressources pédagogiques sur roulettes baladées de quartier en quartier pour faire reculer l'ignorance. La médiathèque de Calais, 180 000 documents à la disposition de tous. Un lieu ouvert et gratuit. Andrea aime bien farfouiller à travers ses rayons. À 20 ans, elle a déjà connu beaucoup de galères, le chômage et aussi la rue. Là, c'est le coin préféré. Coin BD, manga, tout ça. Une BD, c'est, on va dire, une quinzaine d'euros. Et une quinzaine d'euros, c'est... peut-être pas les courses pour une semaine, mais presque. Cinéma, livres, musée, avec 330 € par mois, la culture est aussi un luxe qui reste essentiel à ses yeux. Sans culture, pour moi, on ne peut pas vivre. Dans le sens où, quand on sait des choses, on peut en parler, on peut les partager. Et plus on enrichit ses connaissances, plus on enrichit, on va dire, notre bibliothèque personnelle culturelle, plus on s'ouvre aux autres. À Calais, 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et même dans une ville moyenne comme celle-ci, certains quartiers restent éloignés de l'accès au savoir. Pour y remédier, la ville expérimente depuis 6 mois une solution pour le moins originale. Au milieu des terrains de sport commence un étrange ballet. À l'intérieur de ces malles oranges, vertes, jaunes, toute une médiathèque se déploie en quelques minutes. Une installation comme celle-là, ça prend 20 minutes à 4. C'est-à-dire que tous les modules sont déployés, les jeux sont installés, les documents sont rangés. C'est assez simple d'utilisation, c'est plutôt pratique. On a tout ce qui est nécessaire pour recréer une bibliothèque éphémère pendant un moment donné dans un quartier, dans un centre social, dans une salle de sport. Tous des endroits aussi insolites les uns que les autres. Suivez-moi. Ouais, ils vont enlever les manteaux. Des lieux insolites pour amener la culture là où elle manque, au plus près des habitants. Dans ces quartiers populaires où pousser la porte d'une bibliothèque ne va pas de soi. Mais ça change tout, parce qu'en fait, les gens nous perçoivent autrement. Ils nous voient dans une posture différente, ils voient ce que la médiathèque peut proposer. Le lieu est un lieu qu'ils connaissent déjà, puisque c'est un lieu qu'ils fréquentent pour des activités sportives ou autres. Donc ce lieu, ils le connaissent déjà, ils le découvrent d'une autre manière, ils nous découvrent d'une autre manière et ils se disent « Ah, la médiathèque, ça peut aussi être pour moi ». Parce que c'est ça souvent encore. On remarque qu'il y a encore des personnes qui ont une certaine appréhension. Tu recommences, allez, on y va. Ah, bébé loup a perdu son doudou. Oh, bah oui, dans l'arrosoir, dis donc. Quelle drôle d'idée. Une médiathèque itinérante pour amener les gens à la culture, mais pas seulement. On les accompagne sur l'autonomie documentaire, comment trouver une information, comment se débrouiller dans la vie quand on recherche un emploi ou quand on veut faire une formation. Un lieu de vie, d'échange, mais aussi d'apprentissage. Tu vas pouvoir lui changer son costume. Alors, ça veut dire que tu vas pouvoir lui changer sa couleur. Avec cet atelier, des enfants vont apprendre à programmer un jeu vidéo. Là, en fait, je fais un arrière-plan avec des petits lutins. Ça leur apprend la logique, mais on voit aussi la créativité avec les dessins. Ça peut être également aussi la programmation, la logique. Enfin, on voit vraiment beaucoup de choses. Initialement développée pour des camps de réfugiés, cette médiathèque sur roulette, faut-il s'en réjouir,
a trouvé toute son utilité en France. Voilà, Itinéraire bis touche à sa fin. Perrine, on vient de le voir dans ce reportage, à l'instant, cette médiathèque itinérante qui donne un accès à la culture aux plus précaires. La culture, elle a un vrai rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté? Oui, à mon avis, la culture, c'est un vrai levier contre l'exclusion. En fait, les personnes qu'on accompagne, qui sont dans une situation de pauvreté, de précarité, se sentent un peu exclues aussi de la culture, du théâtre, du musée, du cinéma. Et de pouvoir leur permettre l'accès, ça les revalorise aussi. Ça leur permet de s'épanouir, de passer des moments loin de leurs soucis quotidiens. Merci Perrine de nous avoir ouvert les portes du Secours populaire de Lyon. Je vous en prie. On l'a vu dans cette émission, la France a beau être l'un des pays les plus riches au monde, la misère ne cesse de progresser. Un constat alarmant qui doit nous interroger sur le fonctionnement de notre société. À bientôt.